Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un agent, producteur de l'ombre qui, à seulement 34 ans, produit d'immenses spectacles comme Chantal Goya en tournée actuellement, les Folies Grusses estivales, mais aussi Enrico Macias et tant d'autres grands noms. Producteur donc de spectacles, mais agent aussi. Alors que la plupart des enfants rêvent d'être sur le devant de la scène et devenir une star, lui a toujours rêvé de coulisses. Le métier d'agent le fascinait. Lorsque l'on croit suffisamment fort à ses rêves, ils se réalisent. J'ambitionne d'exaucer les vôtres à travers les miens. Ce sont ses mots. Mais alors, c'est quoi un agent ? Comment devient-on producteur ? Quels sont les risques du métier ? Faut-il nécessairement avoir beaucoup d'argent pour se lancer ? Et comment choisit-il ces artistes qu'il défend bec et ongles ? C'est avec Damien Nourgared que nous allons découvrir à notre tour les secrets de son métier. Damien, bonjour. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2023 ? Bien, je pense que grâce aux rencontres que j'ai pu faire tout au long de ma vie, je suis devenu celui que je rêvais d'être finalement. À 34 ans seulement, tu es donc producteur et agent. Raconte-moi, quelle enfance as-tu ? Tu as grandi dans l'Hérault ? Oui, à Lunel, avec mon frère, mes parents, donc, entouré de beaucoup d'amour, mais pas très studieux. C'est-à-dire que dès le collège, j'étais plus souvent absent et plus souvent sur les routes pour finalement réaliser mes rêves que en train d'apprendre des leçons. Je trouvais le système scolaire totalement déconnecté de ce dont j'avais vraiment besoin. Donc j'étais déjà très jeune en train de travailler, puisque dès l'âge de 12 ans, je créais des sites internet pour des personnalités. J'ai créé ma première société, j'avais 14 ou 15 ans, je ne sais plus précisément. Donc j'étais plutôt, c'était pas studieux côté école, mais studieux finalement en train d'apprendre un métier que je ne connaissais pas et que j'ai finalement appris sur le tas. Quel métier faisaient tes parents ? Ma mère était secrétaire médicale et mon père travaillait à la source Perrier. Voilà, de quoi mettre du pétillant dans notre vie. Mais alors pas du tout, le milieu artistique. Et j'ai lu qu'à 6 ans déjà, tu avais des rêves et même qu'à 16 ans, tu rêvais de devenir agent. Mais comment as-tu connu ces métiers qu'on ne connaît pas quand on est enfant ? En fait, encore une fois, c'est une histoire de rencontre. J'avais 11-12 ans, j'ai rencontré Madame de Fontenay sur un événement à Saint-Onest, donc dans l'Hérault, et elle était accompagnée de Miss France. J'avais donc 11 ans, je pense, à peu près. J'ai totalement oublié la Miss France, qui était Sonia Roland à l'époque, et je me suis dirigé, puisque j'étais a priori déjà très impétueux, me suis dirigé sur Geneviève et je lui ai demandé si elle était en deuil. Donc ça l'a beaucoup amusée, parce que pour moi, évidemment, elle était habillée tout en noir, c'était les couleurs du deuil. Donc je lui ai demandé ça, je l'ai apostrophé avec cette phrase-là, ça l'a beaucoup amusée. Et elle m'a dit, on était à l'époque des fax, donc c'était une autre génération, elle m'a donné son numéro de fax, elle m'a dit, il faut absolument qu'on continue à communiquer, parce que toi tu me plais, je pense qu'on pourra faire des choses ensemble. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, puisque ça a été le tournant où Geneviève est devenue beaucoup plus connue que Miss France, et avec elle, j'ai appris finalement que, au-delà de la télévision, des manifestations, des rencontres avec le public, il y avait une image à gérer et que cette image était un fonds de commerce. À 12 ans ? À 12 ans, oui. 12, 13, 14, évidemment, c'est les années qui ont suivi. Mais on apprend vite sur le terrain. Et là, tu étais donc dans l'Hérault ? Oui. Tu continuais tes études ? Oui, enfin, continuer. J'étais scolarisé. En tout cas, il ne me voyait pas souvent. Je ne terminais même pas l'année, je laissais les cahiers, les dictionnaires, tout ce que vous voulez au collège. Et donc, c'est à ses côtés que tu as découvert le métier d'agent ? Totalement. Geneviève, finalement, m'a formé, mais on s'est formé mutuellement, puisque elle était aussi à une époque où, pour elle, elle se déplaçait sur les élections de Miss, elle était payée, mais elle n'était pas non plus dans une démarche de commercialiser son image et son nom. Parce qu'elle était purement et simplement une marque. Tu la rencontres sur un événement, vous échangez vos numéros de téléphone. Oui. De fax. Vous entamez une relation et là, elle t'invite de temps en temps sur ces événements, c'est ça ? Tu as l'opportunité d'aller sur ces événements ?
Oui, bien sûr, je la suis sur certains événements, mais au-delà de ça, rapidement, on crée un site internet parce que les gens avaient du mal à la contacter. Donc, on met en place tout un système pour qu'elle puisse être joignable et qu'on puisse répondre aux demandes qu'elle pouvait recevoir d'événementiels, des séances de dédicaces, de la publicité, parce qu'on a aussi fait des contrats de publicité. Et Quand tu je dis l'ai même on amené. développe, On développe, c'est-à-dire que tu étais développeur, c'est toi qui codé, qui défaisait. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, je suis pas certain que je serais très fier de ce que je faisais à l'époque, mais à l'époque, c'était très bien. On faisait du FTP, des choses tout à fait classiques, et ça permettait en tout cas de suivre Geneviève et de la contacter plus facilement. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils disaient de tout ça? Ils te laissaient faire? Totalement. Mes parents ont toujours eu comme lettre de noblesse de me laisser faire ce dont j'avais envie et justement même de contribuer à ce que ça se réalise. Parce que dans ce temps-là, sans imparti, ma mère prenait la voiture, elle m'emmenait sur les élections de Miss, que ce soit à Strasbourg, à Mulhouse, à Lille, à Paris. On parcourait la France avec ma mère pour rejoindre Geneviève sur les événements. Que c'est bon d'entendre ça, des parents bienveillants qui écoutent leurs enfants et qui les accompagnent. Alors finalement, raconte-moi comment tu crées ta première entreprise à l'âge de 17 ans. 16 même. 16. Oui, 16 ans. Alors je crée tout simplement la société NMC à l'époque, qui voulait dire Nougared Multimédia Communication, pour accompagner les artistes tout d'abord À 16 ans. À 16 ans, d'un point de vue multimédia, donc c'est vraiment leur créer des sites internet. J'ai travaillé à l'époque pour Bruno Puzzulu, pour évidemment Geneviève, Linda Hardy, plein de gens comme ça. C'est Geneviève qui t'a ouvert son Évidemment, carnet. évidemment. Geneviève m'a beaucoup aidé, Elodie Gossuin, qui a été aussi quelqu'un d'important dans ma vie. Et au début, donc, c'était vraiment tourné du côté multimédia. Et puis, progressivement, on a commencé à organiser des événements qu'on appellerait maintenant des meet-up ou des conventions. On organisait des choses comme ça pour que les artistes rencontrent leurs admirateurs. Et là, tu vis toujours chez maman-papa? Toujours. Mais tu deviens indépendant. Je deviens indépendant, je laisse tomber évidemment le collège. Alors, je ne suis pas certain que c'est ce que je conseillerais à mon propre fils, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de chance, donc ça a été une libération, puisque pour moi, le collège était très contraignant et je préférais finalement apprendre avec l'école de la vie. Et à ce moment-là, quelle était ton intention? Tu rêvais de quoi? Tu étais déjà en place dans ton rêve ou tu avais encore une ambition plus grande? Non, c'est une époque où finalement je rêvais des stars, c'est-à-dire que j'aimais leur notoriété, la lumière qu'elles pouvaient avoir. Après, forcément, quand on les côtoie, on se rend compte que c'est des gens comme vous et moi et qu'il n'y a pas de subtilité particulière. C'est pas parce qu'il y a de la lumière qu'il fait toujours jour. À 16 ans, tu crées ton agence événementielle NMC, Nougared Multimédia Communication. C'est ça. De là, comment deviens-tu agent? Simplement parce que les personnalités pour lesquelles j'ai réalisé des sites internet se sont rendues compte que je faisais plus que ça. Je pouvais répondre aux messages, je pouvais gérer leurs demandes professionnelles. Donc d'abord, vous le faites pour rendre service. Et puis rapidement, on vous demande de devenir agent. Geneviève m'a clairement choisi. Après, elle m'a conseillé à Elodie Gossuin. J'ai travaillé à l'époque avec elle. Mais comment, à 16 ans, on devient agent? C'est-à-dire, être agent, ça veut dire qu'on représente un artiste, qu'on négocie des contrats. Tout à fait, c'est ça. On représente l'artiste, on négocie des contrats, on lui trouve des contrats aussi. On essaie finalement de le protéger. Moi, j'ai toujours eu comme raison de vivre, en tout cas professionnelle, d'aimer mes artistes. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que la notion de protéger un artiste, pour moi, est très importante. Et je ne veux pas non plus me développer plus que ça parce que je veux avoir un vrai accompagnement avec les artistes qui m'entourent. Chantal, c'est presque ma grand-mère, vous voyez, c'est-à-dire qu'on a une relation qui fait que c'est pas professionnel. Enrico, c'est pareil, je veux un vrai accompagnement et c'était le cas aussi avec Igor et Grishka, c'était le cas avec Geneviève et j'essaie d'avoir la reconnaissance de la chance que chacun a pu me donner. Donc généralement, c'est des relations qui vont très très loin jusqu'au bout finalement, puisque par exemple, Igor et Grishka, il a fallu les accompagner jusqu'à leurs derniers instants, leurs dernières heures. On va en parler justement, parce que tu deviens donc agent de nombreuses célébrités. Oui. Justement, cette rencontre avec Igor comment ça s'est passé? Un hasard de la vie, on te les a présentés, tu avais envie de les rencontrer. Comment ça s'est passé? Encore une fois, des rencontres. C'est-à-dire que pour moi, en fait, dans ma vie, j'ai eu des personnes qui se sont mises sur ma route et qui ont à chaque fois été le lien et le fil conducteur d'une autre rencontre, d'une autre histoire. C'est-à-dire que donc je rencontre Geneviève et finalement je participe à des élections de Miss et un jour à Miss Prestige National au Lido, dans le jury, il y a Igor et Grishka. Alors je connaissais les jumeaux, je savais ce qu'ils étaient, ce qu'ils représentaient, mais je ne les connaissais pas personnellement et je suis allé les voir, évidemment, encore une fois,
sans retenue, et je suis allé leur dire que je pensais qu'ils étaient très connus, mais qu'ils n'étaient pas représentés et utilisés à leur juste valeur. Ce que je suis allé leur dire, j'avais 22 ans, je pense à peu près, 20, 22 ans. Et encore une fois, ça a plu à Grishka, qui m'a laissé ses coordonnées, et on s'est rencontrés le lendemain autour d'un thé chez Mariage Frères, et là, il m'a intronisé, c'est-à-dire qu'il m'a choisi, j'ai été adoubé agent des jumeaux, c'est eux-mêmes qui ont fait ce choix-là, j'ai pas vraiment eu mon mot à dire. Et ça a été 12 ans d'une longue vie, parce qu'avec eux, déjà ils étaient deux, donc il y avait deux vies à suivre et à rêver en quelque sorte. Et en même temps, ils étaient tellement extraordinaires qu'on vivait des choses extraordinaires. Donc, Tu parles de rencontres, tu parles de volonté aussi. On disait dans ton introduction que ton idée, c'est de partager tes rêves. Tu es entouré de personnes qui sont des personnes beaucoup plus âgées que toi. Est-ce que c'est un hasard ou tu aimes t'entourer de ces personnes plus âgées que toi? Oui, alors je pense que c'est pas du tout un hasard. Je suis bien avec les personnes âgées. Je m'occupe aussi de Salomé de Bahia. J'ai eu la chance d'être un intime de sœur Emmanuelle jusqu'à la fin de sa vie, qui avait 99 ans quand elle est partie. Je pense qu'en fait, ces gens-là, moi j'ai rapidement compris que les personnes âgées avaient tellement de choses à nous apprendre. Et j'avais en quelque sorte besoin de professeurs, vous voyez, quelque chose comme ça, des professeurs forme de sagesse. Exactement, des professeurs de vie, des Pygmalions, des gens qui finalement ont aussi eu une carrière, qui ont vécu et qui n'ont pas forcément d'intérêt, qui ne sont pas continuellement en train de chercher à relever un défi, qui ont envie de transmettre. La transmission est quelque chose qui se fait rare de nos jours, et auprès des personnes âgées, mais peut-être pas de toutes, hein. Il y a des gens très acariâtres, il y a des têtes Daniel partout, mais avec ces gens-là, j'ai eu vraiment le sentiment qu'on me tendait la main et qu'on m'aidait à devenir celui que j'étais. Et en 2023, malheureusement, parfois, les personnes âgées sont mises de côté. Il y a un poème absolument divin, Instant, de Jorge Luis Borges, qui raconte si je pouvais revivre à nouveau ma vie, je voyagerais plus léger, sans thermomètre, sans parapluie. Et le poème est beaucoup plus long, et à la fin, ça dit « Mais vous voyez, je sais que j'ai 85 ans et que je vais mourir. » Et finalement, il raconte, c'est un peu le carpe diem. Et c'est bien de valoriser toutes ces belles âmes et cet apprentissage. Et ça parle de beaucoup de sagesse. Revenons à ta carrière en tant qu'agent avec les frères Bogdanov, justement, qui étaient des personnalités absolument mystérieuses. Qu'est-ce que tu as retenu? Quel apprentissage tu as reçu à leur côté? Alors j'ai appris que rien n'était impossible. Tout est possible. Il faut s'en donner la peine. J'ai appris également que finalement la vie pouvait être une poésie merveilleuse, parce qu'il suffisait de manier les mots comme il le fallait, qu'il fallait être positif absolument en permanence. Et en particulier Grishka, qui a été mon meilleur ami, et j'ai la chance et le bonheur de vivre où il a vécu pendant 17 ans. Donc j'ai aussi, quand on pense qu'il y a des bonnes ondes, qu'il y a des bonnes vibrations autour de nous, moi j'ai ce bonheur d'être entouré en permanence de Grishka dans mon appartement à Paris. Donc c'est quelque chose dont je sais que j'ai beaucoup de chance. Je suis un peu ému, je suis désolé. Mais j'ai appris, finalement ils m'ont... Encore une fois, c'est-à-dire que quand vous avez des gens qui vous permettent de gravir un échelon supplémentaire, ça a été le cas avec eux. C'est-à-dire que le jour où je les ai rencontrés, ils m'ont dit que tout était possible, mais jusqu'à vous donner l'entièreté de leur carnet d'adresse, jusqu'à vous accompagner à des rendez-vous professionnels, à vous consoler d'histoires d'amour, à se soucier de la santé de vos parents. C'est-à-dire que Igor et Grishka étaient entiers. Ils ne mentaient pas, ils ne travestissaient pas la vérité des choses. Ils étaient absolument disponibles, et alors ils ont été infiniment jumeaux, mais souvent ils me caractérisaient de troisième frère, et c'est vrai que j'ai toujours l'impression qu'ils sont là autour de moi, et ce que je peux faire tous les jours, eh bien je leur dois en partie, parce qu'ils ont vraiment facilité ma vie, vraiment. Tout démarre d'une rencontre avec Geneviève de Fontenay, et tu as cette audace de t'adresser à elle, et ça s'ouvre. Raconte-moi comment tu deviens producteur, parce que producteur, c'est pas rien. Agent, tu défends les artistes. Producteur, tu te mets en péril. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'un producteur? Alors, comment je suis devenu producteur? Encore une fois, une rencontre, quelqu'un qui me tend la main et qui choisit pour moi, finalement, c'est Chantal Goya. Je rencontre Chantal en 2018 sur un événementiel en Suisse.
Et encore une fois, elle me choisit comme producteur, pardon. Elle me dit qu'elle pense que j'ai toutes les qualités pour ça, que je vais vite, qu'elle a besoin de quelqu'un qui sera vraiment là pour elle, qui sera présent. Elle ne veut pas être noyée dans une production où il y a 150 autres personnes. Elle veut être accompagnée, elle veut être finalement être en quelque sorte dans une sorte de coproduction. C'est-à-dire qu'elle veut, elle aussi, réaliser les spectacles, les monter comme elle le souhaite, à sa façon, comme ils l'ont fait il y a 30 ans, 40 ans avec Jean-Jacques. Donc on facilite ça, d'une manière un peu artisanale, mais on continue à le faire et à défendre ça. Ça, c'est en quelle année ? 2018. 2018. Alors que déjà en 2015, tu avais fondé l'agence de production spectacle Black Stage Event. Donc tu étais déjà producteur. J'avais comme ambition de le devenir. J'avais comme ambition de le devenir. À cette époque-là, on organisait également des salons. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai organisé des salons thématiques, notamment de gastronomie, des choses comme ça. Et finalement, c'était un avant-goût. C'était en attente de faire la bonne rencontre. Et ça a été Chantal. Chantal a été clairement la personne qui m'a trouvé et qui m'a vraiment réalisé. Parce que j'aurais beaucoup de mal à redevenir agent. Quand on produit un spectacle, quand on voit ce que ça peut provoquer dans les yeux des enfants ou de toutes les personnes, on ne veut pas faire autre chose. C'est-à-dire que je laisserai ma place à personne, vraiment. Et je ne veux pas changer de direction, je veux continuer à faire rêver les gens, je veux continuer à accompagner mes artistes avec tendresse, avec affection, en les respectant, en les protégeant. Et c'est ce qu'on fait avec Chantal tous les jours. On a une vraie relation. Je disais tout à l'heure, c'est un peu comme une grand-mère, c'est une amie, c'est quelqu'un à qui je parle du matin au soir et qui est partie prenante de chaque décision. C'est-à-dire que Chantal peut très bien contacter les transporteurs, elle peut vous trouver un autocar, elle peut réserver les hôtels, elle peut appeler les salles, les négocier. Chantal est partie prenante de chaque choix qu'on fait. Et ça marche bien, je trouve qu'on est un beau duo, puisque on a fait 60 souliers qui volent, on est allé dans le monde entier, on est allé à Kinshasa, on est allé au Liban, en Belgique, on est allé en Guadeloupe, on a fait des belles choses et on continue encore à le faire avec cette nouvelle tournée sur la route enchantée. Tu as dit le mot artisanal. Alors que j'ai vu le spectacle, qui est un des plus beaux spectacles pour enfants que je n'ai jamais vu, avec des personnages incroyables, des lumières, une scénographie exceptionnelle, des personnages exceptionnels. On est ému, toutes les générations sont là. Elle chante, elle danse, elle est dans la vie. Raconte-moi bien, qu'est-ce que c'est qu'un producteur ? Un producteur, finalement, c'est quelqu'un qui rend le spectacle possible. C'est-à-dire qu'on réserve les salles, on choisit la promotion, on accompagne, on développe l'artiste, on crée les dossiers de financement quand il y en a, on met en place les billetteries, on fait des partenariats, on est aussi l'employeur du plateau technique, que ce soit les techniciens, que ce soit les danseurs. Sur Chantal, quand on était avec le Soulier qui vole au tout début, avant la crise Covid, on était quand même 40 sur la route, après on est passé à 25. Sur la nouvelle formule, on est quand même une quinzaine sur la route, donc c'est quelque chose d'important. Mais quand je vous dis que c'est artisanal, c'est-à-dire qu'on gère tout, on est une petite équipe, on est 4-5 personnes, on est sur la route tous les week-ends, moi je ne rate aucun des spectacles que je produis, même s'il faut être le vendredi soir en Roumanie et le samedi matin à Angers, je le fais, je l'ai fait la semaine dernière, et je continuerai à le faire, c'est pas très grave. C'est dans cette notion-là, en fait, on n'est pas un gros groupe, on veut pas trop développer, on veut pouvoir tout suivre, c'est-à-dire qu'on lit tous les messages, on prend toutes les décisions, et c'est ça que je défends, en fait, cette forme-là d'artisanat, mais c'est important l'artisanat, c'est-à-dire que c'est fait main, c'est fait avec le cœur, c'est fait avec l'envie, et c'est pas un numéro parmi tant d'autres. Tu produis maintenant Enrico Macias, t'as vu, j'essaie de le dire avec l'accent, encore une rencontre ? Oui, alors Enrico, c'est quand même très marrant, et il le sait, ça l'amuse beaucoup, parce que dès l'âge de 10-12 ans, je m'étais inventé une vie, je disais à tout le monde que j'étais un proche d'Enrico Macias. C'était pas du tout le cas. Je l'avais... Faites attention à ce que vous dites, les choses se réalisent. C'est exactement ça. Et finalement, voilà, donc je rêvais d'être... Comment ça se fait ? Je sais pas, j'adorais ces chansons. Alors, vous voyez, je suis entouré de personnes plus âgées, mais j'écoute aussi des musiques de personnes plus âgées. J'adore Michel Sardou, j'adore Enrico Macias, j'adore tout un tas d'artistes que ce soit... T'aimes les choses vraies, en fait. Oui, ce qui était peut-être pas forcément commercial à l'époque, c'était pas calculé dans le but de faire un succès. C'était fait effectivement avec le cœur sur un sujet qui touchait, donc c'est des chansons qui touchent, qui ont un message, c'est pas du tout du marketing. Et donc petit, tu racontais que tu étais un proche d'Enrico Macias. Mais bien sûr, il y a plein de gens qui l'ont cru encore il y a quelques années, parce que c'était quelque chose qui était ancré, donc... Mais tout comme pour la petite anecdote, je m'étais dit que le jour où je deviendrais producteur, je voulais qu'au premier rang, il y ait Michou.
du cabaret Michou. Eh bien, la première du Celui qui vole au Palais des Congrès à Paris, Michou était au premier rang. Tu m'en donnes des frissons. Vous voyez, c'est absurde, hein, mais c'est Les arrivé. frères Bogdanov seraient contents de t'entendre. Mais bien sûr. Et Grishka ne ratait aucun des spectacles. Toi qui es venu souvent voir Chantal, tu as dû le croiser souvent parce qu'il était là à chacun de mes spectacles. Quand il y en avait 2, il faisait les 2 pour me soutenir. Et alors la rencontre avec Enrico Macias? Alors Enrico, c'est simplement Chantal, vous voyez, c'est toujours pareil, c'est des traits d'union partout. Un soir, je dîne avec Chantal dans un restaurant, Enrico Macias est là, à côté il dîne, elle me le présente, on échange au numéro de téléphone, je rencontre son fils Jean-Claude Grenassia, on se lie d'amitié, de fraternité, et puis les choses font que on décide de travailler ensemble au début de façon assez épisodique, puisqu'il avait un producteur à l'époque, avec qui il a travaillé de très longues années, et puis les choses font que les choses évoluent, elles changent, et depuis maintenant le mois de juin, j'ai pris le management d'Enrico avec son fils Jean-Claude, donc on est co-manager tous les deux, et je produis ces spectacles. Maintenant, on part sur une nouvelle tournée, on fêtera ses 85 ans le 11 décembre au théâtre de Jazé, et puis on part sur une tournée qui s'appellera la fête continue, parce que malgré tout ce qui peut se passer, malgré au-delà évidemment de ce qui se passe dans le monde, mais au-delà de tout ce qu'on peut avoir autour de nous, eh bien, il faut qu'il y ait des petits instants de bonheur, du soleil, des rayons de soleil dans nos cœurs, et ça passe aussi par la chanson, par des chansons joyeuses, et c'est ce que fait Enrico. Il prône la paix depuis tant d'années, donc il continue à le faire sur scène. Et quel magnifique métier, cette musique et les gens qui t'entourent, parce que quand on connaît l'incidence que la musique a sur nous, tu parles de transmission, tu es aussi papa d'un petit garçon. Qu'est-ce que la paternité a changé dans ta carrière ou dans ta vie personnelle? Kenzo, ton fils, a 13 ans. Oui, il a 13 ans. Alors c'est la priorité absolue dans ma vie, même si on ne se voit pas assez souvent. Qu'est-ce que ça a changé? Alors je suis pas certain que je sois vraiment son père. Je pense plutôt être un copain, parce que je suis un grand enfant, donc j'ai du mal à le contraindre à quoi que ce soit, et je suis plutôt quelqu'un qui fait en sorte d'être un parent comme finalement l'ont été les miens, c'est-à-dire que je dis oui à peu près à tout. Je fais en sorte qu'il puisse réaliser ses rêves, mais on se rend compte en fait finalement 34 ans c'est très peu, mais je vois que d'année en année, je pense de plus en plus à son avenir. Au fait que j'aimerais qu'il reprenne mes sociétés, ou au fait qu'il faut lui constituer un patrimoine, etc. Donc finalement, c'est peut-être ça, c'est une sorte de responsabilité qui, au fil des années, se forge pour son enfant. C'est plus une responsabilité envers nous-mêmes. Évidemment que j'ai envie d'avoir une belle vie, de partir en vacances et d'avoir tout ce que je veux. Mais là, il y a une notion plus importante quand il s'agit de son fils et de vouloir réaliser son avenir. Qu'est-ce que tu dirais aux enfants, aux ados, aux jeunes gens, ou aux moins jeunes qui nous écoutent et qui rêvent d'entamer une carrière artistique, mais qui ne savent pas comment ça se passe, ceux qui sont au fin fond de la campagne, très loin de Paris, qui ne connaissent personne? Si demain je veux devenir chanteur et que je cherche un agent, un producteur, comment faut faire? Moi, je leur dirais, faites la bonne rencontre. Alors après, ça évidemment, c'est facile à dire, mais je suis certain que sans Geneviève, sans Chantal, sans les Bogdanov, je ne serais pas arrivé où je suis aujourd'hui. Et ça va plus loin que ça. Je vous disais tout à l'heure Sœur Emmanuelle. J'ai rencontré Sœur Emmanuelle, j'avais 14 ans. Comment as-tu rencontré Sœur Emmanuelle, s'il te plaît? Alors, je souffre de la maladie de Crohn depuis tout petit, donc j'ai eu des moments de vie difficiles, avec des pensées très négatives. Et en fait, un jour, j'allume la télévision et je tombe sur Sœur Emmanuelle qui est dans l'émission de PPDA, je crois qu'il s'appelait Vol de nuit à l'époque. Mm-hmm. Je ne savais pas du tout qui c'était. Je vois cette petite bonne sœur, cette petite bonne femme de 95 ans, 96 ans, qui avec une voix stridente et qui hurle que tout est possible et qu'elle a envie de repartir au fin fond du monde pour secourir les plus déshérités, mais qu'on lui interdit parce qu'elle est trop âgée, soi-disant. Et je me dis, mais elle est fantastique en fait. Elle sort un bouquin à ce moment-là qui s'appelle Yalla, jeunesse en avant, où elle explique qu'elle est arrivée à Paris, tout le monde fait la gueule dans le métro alors qu'on a tout, mais qu'elle, dans ces bidonvilles, ils ont rien, mais au moins ils ont le sourire et ils sont plein de bonne humeur. Donc je vois son message, ça me percute, je cherche son adresse sur Internet, bon, je me débrouille un petit peu, j'ai toujours été doué pour ça. Je trouve son adresse dans sa maison de retraite à Calian et je lui écris, en me disant, évidemment, à 96, 97 ans, elle ne me répondra jamais. 2 jours plus tard, elle m'envoie son livre dédicacé et elle m'invite à venir la rencontrer à Calian, dans le Var, près de Fréjus. Ce que j'ai fait, je l'ai vu de très nombreuses fois avec ma maman, qui m'accompagnait, et on s'était liés d'amour, si je puis dire, parce que elle était très fatiguée, mais à l'époque, j'avais des traitements médicaux qui étaient très lourds.
et elle n'a raté aucun de ces traitements-là. C'est-à-dire qu'elle me téléphonait, à l'époque, on n'était peut-être pas autant connectés qu'aujourd'hui, donc elle téléphonait à l'hôpital à Montpellier, ça amusait les gens, puisque les infirmières décrochaient. Oui, bonjour, c'est sœur Emmanuelle. Oui, bien sûr, et moi, c'est le pape, et on lui raccrochait au nez. Mais vous voyez, elle a été elle m'a très sincèrement, et je l'ai dit à l'époque et je le redirai, elle m'a sauvé la vie. Parce qu'il y a eu des moments vraiment très sombres dans ma vie, et des instants où je pensais à pas m'en sortir. Et dans ces moments les plus sombres, eh bien, il y avait un éclair de lumière, encore le fax. Le fax crépitait à 2-3 heures du matin, et j'avais un petit mot de sœur Emmanuelle qui me disait de ne pas baisser les bras, de croire que demain serait meilleur. Croire. De croire, voilà. Ce qui est très intéressant avec les invités que je reçois, c'est que souvent, les grandes personnalités comme toi, parce que tu es une grande personnalité audacieuse, ce sont souvent des gens qui ont été en souffrance, soit des enfants harcelés, soit trop de HPI au potentiel, enfants zèbres. À quel moment ta maladie s'est déclarée? Tu avais quel âge? C'était en 2006, donc j'avais 16 ans, 17 ans, je pense, dans ces eaux-là. Oui, dans ces Et eaux-là. tu parles d'une grande souffrance physique? Oui, bien sûr, puisque la maladie de Crohn était en plus à l'époque pas forcément très bien prise en charge. Il fallait évidemment passer par des traitements pour voir si ça pouvait nous correspondre. Maintenant, grâce à Dieu, j'ai une très bonne santé et tout va bien. Voilà. Et puis finalement, même à l'époque, je le disais, c'est-à-dire que quand j'ai beaucoup souffert de la maladie de Crohn et d'autres problèmes, quand je suis arrivé à chaque fois à destination, c'est-à-dire que je suis arrivé à destination, je suis descendu du train de souffrance pour aller vers quelque chose de meilleur, eh bien, je l'aurais dit très clairement et je le redis maintenant, je re-signe tout de suite. Parce que qu'est-ce qu'on apprend dans ces moments-là? Qu'est-ce qu'on apprend? C'est formidable. C'est-à-dire que la souffrance, elle est difficile, mais elle nous éduque. Elle nous éduque, elle nous remet un peu à notre place, elle nous recentre. Donc, merci la vie. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute artistique où tu t'es dit c'est impossible, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, c'est trop grand? Non, je pense pas. Non, parce qu'en fait, comme je fais en sorte de réaliser mes rêves, d'arriver à produire ce dont j'ai envie, et j'écoute aussi les rêves des autres autour de moi, forcément, puisque Chantal a elle-même des rêves, elle a envie de remonter des spectacles. Voilà, donc en fait, en écoutant ce que les gens veulent et en se recentrant sur ce qu'on veut soi-même aussi, les choses sont très faciles. Il ne faut pas non plus aller trop loin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas vouloir viser des choses qui ne sont pas réalisables. Quand on est producteur, il y a une notion de risque dont tu ne parles pas. La partie financière. Être un producteur, c'est prendre des sacrés risques, de sacrés enjeux. On imagine des emprunts à la banque. Comment tu gères justement ce stress, ce quotidien? Être producteur, on imagine, il y a une partie financière qui peut faire peur. On n'est pas à l'abri d'un autre Covid, on n'est pas à l'abri de choses auxquelles on ne s'attend pas. Bien sûr. Alors, vous avez parlé du Covid et vous avez raison, mais je pense qu'en France, on a tendance à dire ce qui ne va pas et on ne dit pas trop ce qui va. Pour le coup, moi, je trouve qu'on a beaucoup été aidé, la culture, pendant la pandémie. Donc, ça a été quelque chose de très utile. Ils nous ont mis en sécurité. J'ai encore eu l'occasion de le dire il n'y a pas longtemps à la ministre de la Culture. Parce que voilà, le CNM nous a vraiment pris sous son aile. On a été protégés tout le temps qu'il a fallu. Alors, oui, bien sûr, produire des spectacles, c'est prendre des risques parce qu'on ne sait jamais si ça va fonctionner. Les villes sont différentes, les enjeux sont différents. J'ai la chance, vraiment, encore une fois, que tout ce que j'ai pu faire a fonctionné. On a effectivement fait des prêts, on a fait des PGE, des choses comme ça. Mais je ne peux pas vous dire que je ne suis pas stressé chaque matin, que je ne regarde pas si on a reçu les billetteries, quels sont les pointages. On a les pointages 2 fois par semaine. Évidemment que le mardi et le vendredi sont des jours particuliers parce qu'on est aussi motivé par les pointages qui changent, qui augmentent, ceux qui stagnent. Et c'est aussi, quand on dit produire, c'est aussi être conscient de la réalité des choses. Et donc, si une date est un peu mauvaise, il faut tout faire pour la provoquer, pour qu'elle fonctionne mieux. Donc, générer davantage de promotion, remettre de l'affichage. C'est tout ça, quand je vous dis que c'est de manière artisanale, c'est qu'on le fait nous-mêmes. Moi, je suis devant mon ordinateur, on a nos 500 emails chaque jour, on y répond, on les traite et on essaie de trouver des solutions. Oui, bien sûr que c'est un métier à risque, mais qui ne tente rien à rien. Et si on ne prend pas de risque, je pense que nos vies seraient très tristes. Quel bonheur d'être le producteur de personnes si enrichissantes. Je pense à Chantal Goya, que j'ai vue il y a peu sur scène. Quelle femme qui réunit 3 générations maintenant. D'après toi,
Sur quoi repose son succès? Alors, tu vas peut-être me parler du duo avec son mari qui a écrit des chansons extraordinaires, mais à mon avis, il y a d'autres choses. Je pense que Chantal, son succès, c'est qu'elle est authentique. Elle est authentique, c'est-à-dire que vous prenez Marie-Rose sur scène ou Chantal dans la vie de tous les jours, c'est la même. Il y a pas, elle n'est pas en train de raconter une histoire finalement. Elle est pleine d'empathie, de générosité, de simplicité. Elle est joyeuse. Elle est heureuse d'être sur scène. Vous voyez, c'est-à-dire que elle ne ment pas. Donc elle est authentique. Elle n'a jamais changé. C'est la même voix, le même mari, les mêmes musiques, la même coupe de cheveux depuis La depuis 40 constance. ans. Exactement. Elle n'a rien changé. Et parfois, oui, parfois il y avait des orages. Elle a appris à danser sous la pluie. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle a fait. Et finalement, il y a des cycles, donc il y a eu des moments difficiles. Elle est restée elle-même. Les cycles changent, ils bougent. Elle était là au bon moment. Elle a attendu que le cycle se remette dans le bon sens. Et puis elle a un succès qu'elle mérite parce que elle est pleine d'énergie. Elle est vraiment formidable. Je suis très ému aussi parce que elle m'a beaucoup apporté et elle est très reconnaissante, Chantal. Ça, c'est merveilleux. C'est que j'essaie d'avoir des gens autour de moi avec lesquels je travaille, et Enrico est comme ça aussi, c'est des gens reconnaissants. Ils savent que voilà, tout n'est pas porté par leur nom, c'est qu'il y a un travail derrière. Chantal, on a des habilleurs, on a des danseurs, on a un chorégraphe, il y a évidemment le talent inné de Jean-Jacques qui est extraordinaire et qui prépare d'ailleurs un nouvel album et qui sera aussi au De Jazzy au mois de mars. Lui seul en scène. Seul en scène, oui, il n'a pas chanté depuis très longtemps. Et avec Chantal, on lui fait ce cadeau-là parce que, je dis bien avec Chantal, parce que c'est quelque chose qui tient, je pense, autant à cœur à Chantal qu'à Jean-Jacques. Et il va faire 3 soirs merveilleux au théâtre de Jazzy, un théâtre somptueux, où a été tourné Les Enfants du Paradis. Donc il y a une belle histoire. Et voilà, tout est, encore une fois, on essaie d'être bien entouré. Et forcément, quand on aime Chantal, on aime aussi Jean-Jacques. Tu te rends compte, Damien, que lorsqu'on parle de Chantal Goya, lorsqu'on parle d'Enrico Macias, ce sont des monstres sacrés de la musique qui durent et qui perdurent. Et toi, tu es là d'une façon si humble. Et j'entends à travers toi que tes artistes le sont aussi, ce qui inspire à beaucoup d'humanité. Par contre, travailler parfois avec des personnes si âgées, ça veut dire les accompagner aussi dans des moments douloureux comme le deuil. Comment tu le vis à 34 ans d'être confronté au départ de personnes si aimées et si chéries? Alors je dis souvent que lorsque, en l'occurrence, j'ai été confronté la première fois vraiment à ça, ça a été avec Igor et Grishka. Grishka m'a confronté à la mort, mais finalement il me l'a fait accepter. Il y a vraiment un tournant, c'est-à-dire qu'il y a le 28 décembre, quand Grishka est parti, malgré la peine immense, malgré le vide abyssal qui demeure aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un que j'avais 5 heures par jour au téléphone et que je voyais un jour sur deux, il m'a offert un moment de vie merveilleux. C'est-à-dire que ces derniers instants, on était que 3, il y avait Shaima, sa fiancée, Véronique Bogdanov, sa sœur, qui est une rencontre merveilleuse. Et donc moi, on était tous les 3 à l'accompagner sur ces derniers instants. Et ce soir-là, en fait, cette nuit-là, ce matin-là, puisque ça a duré un petit instant, eh bien, il nous a fait le plus beau des cadeaux. On s'est senti aimé, on l'a aimé, c'était totalement désintéressé. Il n'y avait aucun but, si ce n'est de l'entourer, de l'aimer. Ce qui est plus difficile, c'est évidemment tout ce qui est autour, l'aspect médiatique, l'intrusion, les malversations, parce que vous avez plein de gens qui du jour au lendemain apparaissent à la télévision et ils nous font croire tout un tas de choses qui ne sont pas vraies, des pseudos intimes qui ne l'étaient pas. Je l'ai vu encore il n'y a pas longtemps avec Geneviève de Fontenay. Donc c'est ça qui est plus difficile, tout l'environnement médiatique autour, tout ce qui est, d'après moi, clairement morbide et nauséabond. Après, évidemment, moi, quand je vous dis que je suis éternellement reconnaissant, c'est que quand on me choisit, quand on me permet de devenir celui que je suis maintenant, qu'on me porte, qu'on me tient la main pour m'amener vers quelque chose de merveilleux, eh bien, c'est normal d'être là, d'avoir la reconnaissance. Moi, je disais à Xavier de Fontenay, le fils de Geneviève, que pour moi, c'était normal les derniers mois de voir Geneviève toutes les semaines, de l'aimer, même si c'était des moments difficiles, même si c'était plus comme avant, même s'il n'y avait pas d'intérêt. L'intérêt, c'était de s'aimer, d'être là, de la faire sourire quand j'ai amené mon petit chien,
de lui amener une tarte aux pommes parce qu'elle aime ça, de boire du cidre avec elle. C'était normal en fait. Et souvent, on a tendance à oublier que ces gens-là, c'est des gens comme tout le monde. Vous enlevez la lumière, les projecteurs, eh bien, ils sont souvent oubliés parce qu'ils ont moins d'attrait, parce qu'ils sont moins intéressants. Ils le redeviennent quand la personne est décédée et qu'il s'agit de passer à la télé pour faire des déclarations de circonstances. Mais c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est d'accompagner ces gens-là jusqu'au bout et de les aimer jusqu'au bout. Quand on aime quelqu'un, c'est qu'importe les raisons, on l'aime totalement, viscéralement. Et c'est ce que j'ai fait en tout cas encore plus avec Igor et Grishka. Avec Véronique Bogdanov, tu sors le 6 décembre un merveilleux DVD sur Igor et Grishka Bogdanov. Raconte-moi, temps X. En fait, Igor et Grishka, lorsque vous les rencontriez dans la rue, en permanence, on leur demandait quand est-ce que revient temps X. Ce phénomène temps X qui est vraiment une icône télé. C'est d'ailleurs comme ça que le qualifie Lina. Et en fait, malheureusement, il y a eu plein de projets, plein de choses. Ça n'est pas allé jusqu'au bout, ça n'a pas abouti. Puis surtout, leur destin s'est accompli. Donc malheureusement, ils ne sont plus là aujourd'hui pour réaliser à nouveau temps X. Mais on s'est dit avec leur sœur Véronique que c'était trop dommage que des enfants, par exemple, c'est le cas de mon fils, n'aient pas connu temps X et qu'il n'y ait pas de support. C'est-à-dire que c'est ni sorti en VHS à l'époque, ni en DVD. Il y a quelques extraits INA sur Internet, mais il y a des moments de télé qui sont mythiques vraiment dans temps X. Ils ont découvert Bec BD, ils ont découvert Franck Dubosc, vous avez les premières images de Jean-Michel Jarre, ils vous parlent à l'époque du téléphone portable des années Apple, des voitures de l'an 2000, plein de choses qui, 40 ans plus tard, se sont clairement réalisées. Donc ils étaient novateurs, et en fait, c'était une façon de leur rendre hommage. Cette année, en décembre, ça fait 2 ans qu'ils sont partis, en décembre et en janvier. Et en fait, c'est une manière de rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire qu'ils ont été des monstres sacrés de la télévision, ce sont des icônes. Il n'y aura plus personne comme eux. Et on a eu envie, avec le fonds patrimonial de l'INA et de TF1, de sortir ce double DVD qui contient presque 6 heures de programme pour retracer les meilleures années, les meilleurs moments de temps X et faire en sorte qu'Igor et Grishka ne soient jamais oubliés. Qui étaient les frères Bogdanov ? C'était des gens avant-gardistes. Je me souviens d'émissions, c'était dans un vaisseau spatial. Raconte-moi d'abord qui étaient, en 2-3 mots, 2 phrases, les frères Bogdanov. 2 phrases, ça va être compliqué parce qu'ils m'ont appris à faire des phrases longues. Mais ils étaient authentiques. Encore une fois, c'est ça qu'on retrouvait. Je pense que c'est ça la recette du succès, être authentique. C'est-à-dire qu'ils étaient les mêmes du matin au soir, les mêmes sur une conférence, dans un salon du livre, dans une émission de télévision. Parfois, ils étaient moqués, ça les amusait aussi. Ils savaient très bien en faire leurs affaires. Ils étaient naturels. Voilà. Et c'est des gens sur qui on pouvait compter et avec qui on passait des moments très simples. Et moi, je me souviens qu'un des derniers instants que j'ai passé avec eux est vraiment précieux parce que il est aussi une conséquence d'aujourd'hui. On parle de ce DVD que je sors avec Véronique Bogdanov. On est en décembre, quelques semaines avant qu'ils disparaissent. Je dîne avec eux à un horaire improbable parce que c'était aussi ça, être parmi eux. C'est-à-dire qu'être autour d'eux, c'était manger un couscous à 2h30 du matin. C'était répondre au téléphone à 5h30 comme si c'était un horaire tout à fait classique. C'était se donner un rendez-vous à minuit 35. Mais il arrivait à 3h35. Bon, c'est tout un tas. Donc on mange à 2h30 du matin un couscous chez Igor. Et là, Grishka me parle de Véronique, leur sœur. Et il me dit, avec qui je sors le DVD. Et Grishka me dit ce soir-là, il faut absolument que je te présente Véronique, notre sœur. Alors déjà, je tombe des nues, je découvre ce soir-là. C'est la grande sœur ou c'est la petite sœur ? C'est la petite, c'est la cadette. Et je découvre ce soir-là, donc je tombe des nues, je découvre qu'il y a des frères et sœurs, parce que pour moi, ils étaient que tous les deux. J'avais un espèce de petit fantasme ambiant comme ça, qui disait une légende urbaine qui disait qu'ils avaient un 3e frère qui était gendarme à Auch et que ça amusait tout le monde quand le commandant Bogdanov arrêtait les gens. C'est totalement faux. Mais pour moi, il n'y avait pas de frères et sœurs. J'avais juste cette idée un petit peu en tête, farfelue. Je découvre cela qu'ils ont une sœur. Et Grishka me dit, il faut absolument que je te présente Véronique, parce qu'elle est comme toi, elle est un peu perchée, elle fait de la PNL, elle fait de la sophrologie, elle est dans les pensées positives, vous allez vous adorer. Je pars de là, le cours des choses fait que je ne rencontre pas Véronique tout de suite, mais finalement, ils ont tenu leur promesse. Grishka me l'a présentée sur son lit des derniers instants, mais c'est là qu'on s'est rencontrés avec Véronique. On était là autour de Grishka.
Et depuis ce jour-là, on s'est tenu la main et on ne se la lâche plus. Et donc, il y a ce projet qui vient de voir le jour. Mais c'est quelqu'un qui est dans ma vie tous les jours, qui est d'une extrême douceur et qui est finalement qui est vraiment leur sœur dans la subtilité, dans les mots, dans l'émotion, dans la magie qu'elle peut refléter, dans les rayons de soleil. C'est-à-dire qu'avec elle, il ne fait jamais nuit. Tu sors également un DVD, Chantal Goya sur la route enchantée. En arrivant, tu m'as dit moi je sors des DVD, plus personne n'en sort, mais moi j'en sors. Raconte-moi celui-ci. Oui, il faut se démarquer, effectivement. Beaucoup de gens vont penser que le DVD n'est plus un produit actuel, certainement, mais en tout cas pour la postérité, il faut que ça existe. Et puis on l'a bien vu avec les vinyles, hein. Il y a des gens qui, il y a 10 ans, n'auraient pas parié sur les vinyles. Aujourd'hui, c'est absolument collector. Donc on sort évidemment, on capte les spectacles que l'on filme, que l'on produit, pour qu'il y ait une trace, pour que ceux qui n'ont pas la chance de venir voir le spectacle en physique le voient derrière leur télévision, pour qu'aussi la magie continue à opérer à la maison. Donc c'est important de sortir des DVD. Et effectivement, le dernier spectacle de Chantal sur la route enchantée, qui est un triomphe, sort en DVD parce que voilà, c'est logique, c'est normal de graver en quelque sorte, si je puis dire, ces images sur un support physique pour ne pas que ça s'oublie, pour ne pas que ça disparaisse. Quel est le quotidien dans ta vie en général? Raconte-moi ton hygiène de vie. C'est quoi la journée type avec toi? Alors sur l'hygiène de vie, je ne bois pas, je ne fume pas, je suis végétarien parce qu'Igor et Grishka m'avaient dit que si je devenais végétarien, je vivrais jusqu'à 120 ans. Donc je veux voir s'ils avaient raison. Mais c'est évidemment par conviction pour la protection animale. Mais alors mon quotidien, c'est beaucoup de travail évidemment. C'est-à-dire que au grand désespoir de mon entourage, que ce soit mon frère, ma compagne ou mon fils. C'est-à-dire que même pour un anniversaire, même pour n'importe quoi, je suis toujours vissé à mon téléphone, évidemment, parce qu'on a beaucoup de responsabilités et on répond à beaucoup de sollicitations toute la journée. Donc c'est être vissé à mon téléphone, c'est être en pleine nuit réveillé par justement la prise de risque qu'on peut faire. Donc être réveillé en pleine nuit parce qu'on pense à comment dynamiser une date, savoir si on a reçu telle recette, si on a été payé pour telle chose, si on a répondu si on a envoyé tel contrat. Donc c'est quand même très prenant, très pesant. Finalement, mon quotidien, c'est de travailler. Chantal Goya est d'ailleurs en tournée actuellement jusqu'en mai. Bien sûr. Enrico Macias, pareil. Tout à fait. Il est à l'Olympia, redis-moi les dates. Alors, il sera à l'Olympia le 18 et 19 mai. Il sera au Théâtre de Jazet le 11 décembre pour fêter ses 85 ans. Quant à Chantal, elle est en tournée tous les week-ends jusqu'à fin mai. Elle ira même au Liban au mois de mars, parce que c'est une énorme star au Liban. Et je produis aussi l'année prochaine, on est en train de coproduire avec Alexandre Sorin une tournée sur les années 2000, parce qu'évidemment, il y a une grande attente à ce niveau-là, donc on ne peut pas trop en parler pour l'instant, mais ça va être une belle fête. On ne peut pas trop en parler. Attends, les années 2000, donne-moi 2-3 petits trucs quand même. Qu'est-ce que c'est les années 2000 ? On va retrouver sur scène, pendant près de 2 heures, 2 heures et demie, les stars de l'époque, avec les titres phares de l'époque. On part sur une tournée Zénith, donc ça sera une grosse tournée qui va s'étendre sur à peu près 2 mois, à partir de fin septembre 2024, avec certainement une grande fête au Dôme de Paris. Voilà, donc c'est ce que je peux dire pour l'instant, mais avec un beau plateau, avec des danseurs, avec... alors évidemment, il y aura Salomé de Bahia, puisque je suis son producteur. Les autres noms, on ne peut pas encore trop les annoncer. On a annoncé quand même hier Helmut Fritz, on a annoncé Priscilla Betty. Voilà, il y a encore d'autres noms qui vont sortir dans les jours à venir, mais ça va être un beau rendez-vous et j'espère que vous serez de la partie. J'ai mon exclu, je suis trop contente. Est-ce qu'il y a des moments où tu as beaucoup de stress ? Oui. Et tu fais quoi alors pour contrer ce stress ? Est-ce que tu as une astuce ? Je n'ai pas d'astuce, non. Honnêtement, je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir. Je ne fais pas de sport. Je vois peu mes amis parce que c'est très contraignant comme travail. Je crois qu'en fait, oui, je suis souvent stressé, mais j'accueille ce stress avec bienveillance. Et j'essaie peut-être de le transformer en une sorte de motivation. Parce que quand on est stressé, finalement, c'est qu'il y a une cause. Si on résout la cause ou si on trouve une solution, si on trouve un objectif, eh bien... ce qui était stressant devient une satisfaction, devient un bonheur, devient un aboutissement et c'est la meilleure façon pour le traiter, je pense. Alors Damien, ce qui est chouette aussi, c'est qu'en coulisses tout à l'heure, tu me racontais ta relation avec casting.fr. Alors, pas le magazine Casting, casting.fr, ce qui prouve ta jeunesse. Raconte-moi.
Oui, c'est vrai. Donc, j'étais à Montpellier. En fait, quand je cherchais ce que je devais devenir, finalement, j'allais sur casting.fr, je regardais un peu les annonces, je regardais les métiers qui correspondaient aux annonces et je me cherchais en fait un but. Et donc, c'est évidemment très touchant d'être là aujourd'hui parce que j'ai le sentiment un petit peu que c'est une sorte de boucle qui est bouclée et qu'il n'y a pas de. Je crois profondément à l'idée qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous et la rencontre aujourd'hui, elle est causée par ce que j'ai semé déjà il y a 20 ans quand j'étais sur votre site et que je cherchais comment travailler dans l'événementiel, travailler dans le spectacle. Voilà, je cherchais un but. Eh bien, vous avez sans doute été des petits indices sur mon chemin. Tu imagines la motivation que tu génères chez nous, là, en entendant ça. Si j'avais une baguette magique, quel serait ton souhait le plus cher pour les années à venir? Que mes parents soient immortels. Et qu'est-ce que tu dirais à l'enfant, au petit enfant qui est en toi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, n'aie pas peur, tout s'arrange, aie confiance en toi. Merci Damien pour ce délicieux moment. Merci à toi.